Donc, on est présentement avec Camille Allouin, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Salut Camille. Bon. Bonjour, salut. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler de... Moi, j'ai eu une idée de parler de le nouveau panoptique, j'appelle ça. Le panoptique, c'est comme un modèle de prison qui a été développé au 18e siècle, qui a ensuite été comme repris d'une manière comme un peu abstraite et philosophique par le philosophe Michel Foucault. Ces idées peuvent maintenant comme un peu s'appliquer à la société présente. C'est comme, on peut au moins comme prendre le cadre puis essayer de un peu découvrir de certaines choses. Est-ce qu'on peut parler un peu de comme c'est quoi le panoptique historiquement? Alors le panoptique, en fait, c'est un philosophe du XVIIIe siècle, Jérémie Bentham, je ne sais jamais bien le prononcer. Donc Jérémie Bentham, en fait, a réfléchi, proposé une forme d'architecture, en l'occurrence une architecture carcérale, qui permettrait de surveiller les prisonniers, les personnes dans la prison, sans qu'eux-mêmes voient leurs surveillants. Donc l'idée, en fait, c'est de développer une forme architecturale, une infrastructure dans laquelle, s'il fallait la décrire pour la radio, hein, en tout cas ce que ça a donné au réel, puisque notamment le Royaume-Uni et d'autres ont vraiment développé ce type de prison, on imagine une sorte de grand cercle, en fait, hein, comme une arène, avec au niveau des gradins, de ce qui seraient les gradins dans une arène, on a les cellules des prisonniers, et en fait au centre on a une espèce de mirador, une tour, dans laquelle se trouvent les surveillants, les surveillants pénitentiaires, et donc qui leur permettent constamment de regarder les prisonniers, sans que les prisonniers, eux, sachent forcément quand est-ce qu'ils sont regardés, s'ils sont regardés. Et donc ça, c'est l'idée première de Bentham, en fait, dans le panoptique. Alors, bien sûr, quand je dis, en fait, je dis les prisons, mais c'est faux, c'est utilisé dans les prisons, mais lui parlait aussi pour les écoles, les hôpitaux, et puis dans l'idée, en fait, de pouvoir ôter aux gens leur idée de faire du mal, en fait. C'est-à-dire que déjà, dans l'idée, c'était de dire, si vous êtes surveillé sans savoir que vous êtes surveillé, eh bien, on n'aura plus à constamment vous rappeler de ne pas faire certaines choses, vous ne les ferez pas parce que vous savez que vous allez être surveillé. Donc ça, c'était l'idée d'origine de Bentham au XVIIIe siècle, et puis... Alors, beaucoup de gens ont retravaillé cette idée, l'ont reprise soit pour l'appliquer donc, de manière architecturale, c'est pour ça que je parle des prisons, je ne pense pas que ça a été fait dans des hôpitaux ou des écoles, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Et ensuite, donc, il y a un philosophe français, Michel Foucault, qui a repris l'idée, enfin, qui a retravaillé l'idée, et lui... autant il a dans son ouvrage Surveiller et punir, autant il a abordé l'aspect architectural du panoptique, autant lui est allé vers une autre dimension du panoptique qu'il appelait le panoptisme, puisque Michel Foucault parle souvent de dispositifs qu'il va appeler biopolitiques, c'est-à-dire qu'il essaye de comprendre comment certains dispositifs dans la société, comme le panoptique en tant qu'architecture, hein, votre téléphone, on peut considérer ça comme un dispositif, un ordinateur par exemple aussi, donc comment certains dispositifs ne remplissent pas qu'une fonction d'usage, hein, mais aussi vont aller travailler dans ce qu'il appelle biopolitique, c'est-à-dire nos corps, comment ça agit sur nos corps, littéralement, et aussi sur ce que lui appelle la gouvernance, c'est-à-dire le politique au sens de gouvernance, comment ça agit sur nos manières de faire, nos interactions avec les autres, etc. Et donc, en fait, à partir du panoptique comme objet, comme architecture, c'est le terme, Foucault a glissé vers le panoptique comme dispositif biopolitique, donc, et lui parle de panoptisme. Donc ce qu'il essaye d'expliquer, j'allais dire assez clairement, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que Foucault soit très clair dans la forme, et puis là tous mes collègues qui aiment Foucault pourront me jeter des pierres, mais en tout cas, ce qu'il explique bien, par contre, ce qui creuse très très bien, sa pensée était très puissante, c'est que le panoptisme amène l'idée que, à partir du moment où on sait qu'on est surveillé, mais qu'on ne sait pas quand et comment on est surveillé,
petit à petit, nos comportements, donc de nos corps et notre manière, enfin de nos comportements, pardon, vont intégrer cette surveillance et donc vont, dans un sens, intégrer ce à quoi cette surveillance sert. C'est-à-dire que si je me sais surveiller sans savoir quand, où, comment, pourquoi, par qui, mais par contre je sais que je suis surveillé pour ne pas avoir tel comportement, alors petit à petit, je vais ne plus avoir le comportement pour lequel je sais être surveillé, mais je ne sais pas quand et comment. Ouais, et donc, voilà, ça c'est le côté bio, on va dire, biologique, nos comportements. Et puis au niveau politique, c'est un mode de gouvernance qui se crée comme ça, puisque plus on va imposer une forme de surveillance discrète, plus on va jouer sur les comportements de manière non coercitive, parce qu'on peut très bien mettre de la surveillance, puis vous avez un policier qui vous suit dans la rue en continu, et on le regarde, et on se dit, ok, bon là, au moindre dérapage, il va se passer quelque chose. Là, c'est plus discret, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé, on n'a pas une, comment dire, on n'est pas menacé par l'entité qui veut nous amener à faire ou ne pas faire quelque chose. On l'imagine soi-même. Mmh. Et c'est ça qui permet de générer des normes, en fait. Parce que la norme, c'est quelque chose qu'on incorpore. C'est pour ça qu'on revient au terme d'ailleurs corporel, mais la norme, on l'incorpore. Alors que la contrainte, on la subit. Et donc, pour prendre un exemple, avec des enfants, parce que je suis papa, même si je fais pas ça avec eux, quoi qu'on peut tous le faire à la marge. Mais si par exemple je suis derrière mon fils ou ma fille en train de lui dire attention, je te regarde, ne fais pas ça, et fais ci, fais ça, ou même sans le dire en disant je te regarde, là on est dans la contrainte parce que il a peur. Si par contre il sait que dans sa chambre je peux ouvrir la porte à n'importe quel moment pour regarder ce qui se passe, ou pire, je le fais pas et je le conseille vraiment pas de le faire, mais de regarder par la serrure, là petit à petit va se dire ok, j'ai trop de risques et donc je vais éviter d'avoir tel comportement. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés où le panoptisme est totalement intégré à plusieurs niveaux. Puis on va en discuter ensuite, je pense, mais on est dans une société où cette notion de panoptisme est intégrée architecturalement. De plus en plus, avec cette idée qu'il y a une centralité et puis il y a une périphérie, et quand on est à la périphérie, la centralité nous observe, et aussi parce qu'on a des modes de gouvernance politique en Occident, en l'occurrence, parce qu'on pourrait bien sûr parler de l'Asie, de certains pays, il y a des aspects culturels forts aussi, mais en tout cas en Occident, on a cette idée que on doit... la liberté qu'on nous donne, c'est de se savoir surveiller sans avoir la contrainte d'agir directement, que cette surveillance nous amène à agir directement par contrainte. On se sait surveiller, et donc on est des bonnes citoyennes ou des bons citoyens quand on incorpore cette norme, et ça amène à des discours, à une phrase, alors je ne sais pas si au Québec c'est dit comme tel, en tout cas... je l'ai entendu dans beaucoup de langues, qui est le fameux « si je n'ai rien à cacher, si je ne fais rien de mal, alors je m'en fiche d'être surveillé ». Et ça, c'est une norme du panoptisme qui est totalement intégrée dans nos... Ouais. C'est souvent comme dit quand on parle de la surveillance numérique. Ils prennent mes données personnelles, ils lisent, tu utilises Gmail comme Google lit tes emails, puis les gens vont dire que moi j'ai rien à cacher, moi j'ai rien à me reprocher. C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien à se reprocher parce qu'on pense, ou on fait, mais on pense incorporer la norme, on pense être dans la bonne norme. Mais sauf que cette norme-là, alors bien sûr, elle est créée par énormément de facteurs sociaux, mais en tout cas, elle est en partie imposée par la surveillance. Donc en fait, je n'ai rien à me reprocher parce que je sais que je suis dans la norme, mais en même temps, cette norme-là est créée en partie par la surveillance, pour laquelle je n'ai rien, je n'ai pas de crainte puisque je n'ai rien à me reprocher. Et en fait, techniquement, c'est ça qui amène à toujours plus de surveillance, toujours plus intrusive, mais avec cette subtilité qui permet de dire, et puis là, vu qu'on est à la radio, je vais avoir des propos totalement scientifiques et des opinions, j'aime bien signaler les deux, mais là en termes d'opinion en tout cas, parce que je n'ai pas étudié la question au-delà de ma vision de citoyen, mais c'est pour ça qu'on est dans des sociétés où on a un discours qui est souvent, mais on n'est pas en dictature. Ah oui, c'est sûr qu'on n'est pas en dictature au Canada, au Québec, aux États-Unis, en
France, voilà, pour les pays que je connais, au Royaume-Uni, bref, on n'est pas en dictature, il n'y a pas un policier qui nous suit et qui va arbitrairement nous imposer quelque chose ou autre. Mais le fait est que passer par la norme, par le panoptisme, permet de tenir ces discours et de pousser toujours un peu plus la surveillance pour normaliser toujours un peu plus les comportements. Voilà. Ouais, c'est le panoptisme, c'est l'idée du panoptique mis comme doctrine, finalement. C'est un peu ça. S'il fallait résumer l'idée du panoptisme, c'est un peu cette idée que c'est vraiment une formule abstraite. Le panoptique, en fait, et là c'est Deleuze notamment qui disait ça, le panoptique, l'idée c'est de voir sans être vu. C'est vraiment ça, l'architecture du panoptique, c'est voir sans être vu. Je peux voir et je ne veux pas être vu. Alors que le panoptisme, c'est vraiment l'idée d'imposer quelque chose, une conduite, c'est d'imposer une conduite. Mais pas donc, par la coercition, pas par la force. Voilà, on l'impose parce que dans l'espace dans lequel on se trouve, on a mis en place un système panoptique, peu importe lequel, pas que forcément celui de Bentham, hein, et puis on va parler après éventuellement de numérique, on peut parler de plein de choses, de reconnaissance faciale, enfin d'énormément de choses, en termes de dispositifs, pour prendre le terme de Foucault. Mais voilà, on arrive à un mode de conduite des comportements, qui est effectivement basé sur l'idée que les surveillants nous voient sans qu'on puisse nous les voir. J'ai une phrase ici qui dit « L'effet du panoptique est d'induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. La surveillance est permanente dans ses effets, même si discontinue dans son action. » Fait que même si t'es pas surveillé à un certain moment, tu te dis comme la possibilité de l'aide va faire en sorte que tes actions vont être influencées par ça. Exactement, je revenais avec les enfants, mais c'est souvent ce qu'on dit aux enfants. Hein. Attention, je sais que si tu fais quelque chose, je le saurai. Voilà. On apprend ça très jeune, et puis après, nous, on apprend à braconner ça en étant enfant, en disant « Ouais, en fait, là, je l'ai fait, et puis ils l'ont pas vu. Hein. » Voilà, on apprend à braconner ça. Et c'est pour ça qu'on incorpore des normes qui sont celles de nos parents, et puis petit à petit, on va construire les nôtres avec de l'essai, avec de la transgression, en fait. Le panoptisme, dans son absolu, en tout cas, si on prend le modèle de la prison, bien évidemment, c'est d'empêcher toute forme de transgression. Le but, c'est pas l'objectif ultime, c'est d'éviter toutes sortes de transgressions. C'est pour ça qu'on va au-delà de la norme, et c'est pour ça qu'effectivement, même quand on n'est pas surveillé, on est surveillé, parce qu'on ne le sait pas. Et c'est ça qui joue sur l'incertitude de l'être humain, et nous, ce que les êtres humains, on déteste le plus, c'est l'incertitude. On aime le danger, on aime découvrir, on aime explorer, mais l'incertitude, ça c'est quelque chose qui est compliqué, complexe à gérer pour nous, et donc ça génère de l'incertitude. Surtout l'incertitude qui amène des résultats négatif, parce qu'encore, si c'est de l'incertitude, je ne sais pas si je vais gagner 1 million ou 3 millions au loto, ça va. Mais par contre, l'incertitude, c'est je ne sais pas si le comportement que je vais avoir va amener une forme de réprimande ou de répression. Là, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Ça cause des tensions et de l'anxiété chez l'individu, c'est comme corporellement. Ah oui, c'est pour ça que vraiment l'idée de dispositif biopolitique est bonne, effectivement. Ça se ressent dans les corps, à proprement parler, et c'est tout à fait comme tu le soulignes, ça crée de l'angoisse, donc ça se sent, et ça se voit aussi, ça s'observe dans les comportements, c'est-à-dire que les comportements peuvent changer ou pas, mais en tout cas, en se sachant surveiller, on a des comportements qui sont différents, ou des pensées qui peuvent être différentes. Bref, l'idée, encore une fois, du panoptisme, c'est que le comportement ne change pas du jour au lendemain. C'est pas je rentre dans une pièce où je sais que je suis surveillé, même si je le sais de toute manière, encore une fois, j'ai pas une caméra qui me suit en continu, j'ai pas une personne qui est derrière moi à me regarder. C'est pour ça que mon comportement ne change pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il y a des formes de transgression qui amènent à incorporer aussi la norme. Hein. C'est parce que on me dit, tiens, il y a des caméras de surveillance, ouais, c'est de sûreté, c'est pour ma sécurité qu'on me surveille. En plus, on pourra parler de toutes les formes d'argumentation et toute la rhétorique qu'il y a derrière. Vous êtes surveillé pour votre sécurité.
Et bref, et en fait, généralement, même si je le sais, je peux avoir l'envie de transgresser, et si je transgresse et que arrive la sanction, parce que c'est ça, surveiller et punir, s'il arrive la punition, on va rester dans les langages foucaldiens, s'il arrive la punition, la sanction qui arrive derrière, là alors je vais incorporer la norme beaucoup plus vite, et je ne le referai pas ensuite, ce que je disais tout à l'heure avec les enfants, je vais transgresser, et puis hop, je me fais attraper par mes parents. Ok, je vais réfléchir ensuite si j'ai encore envie d'avoir la punition, la sanction, bref. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est difficilement... est difficilement combattable, c'est difficile de mobiliser des populations contre ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'où le discours politique du on fait ça pour votre sécurité, puis on n'est pas en dictature, si on prend les mots dans l'absolu, bien sûr, la surveillance peut participer à la sécurité des individus, c'est pas forcément 100% négatif. Oui, bien sûr, on n'est pas en dictature parce qu'on a des caméras qui nous observent ou un organisme de renseignement type la NSA aux USA qui écoute toutes nos conversations s'ils ont envie. Voilà, parce que c'est pas parce qu'ils nous écoutent qu'ils vont débarquer chez nous et nous mettre en prison, d'accord ? Et c'est là, en fait, où est le point. C'est-à-dire que il y a la méthode, il y a la manière de faire, et il y a ce que ça produit en termes de gouvernance. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je suis surveillé uniquement dans l'espace public pour ma protection, parce que ça peut permettre, même si c'est assez faux dans l'absolu, mais ça peut permettre peut-être pas de dissuader en cas d'agression, mais en cas d'agression d'avoir une personne qui le voit et qui intervient très vite, là je dirais ok, bon bah là j'étais dans la rue, on m'a agressé, il y avait une caméra, il y a un policier qui est intervenu, ou peu importe, dans les 2 minutes, ah d'accord, là c'est pour ma sécurité. Si pour prendre l'autre exemple sur la gouvernance, si on met en place des systèmes de surveillance qui donc sont là et qui sont par exemple qui ont un contrôle citoyen, c'est-à-dire que moi à tout moment on me dit que je sais que j'ai été écouté et puis j'ai accès à ces écoutes et je sais ce qui en est fait, bon pourquoi pas, mais sauf que c'est la manière dont on s'en sert pour gouverner ensuite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que la personne qu'on a écoutée, on va l'arrêter ? Est-ce que dans la rue, en fait, on va mettre en place de la reconnaissance faciale pour alimenter des bases de données et puis, à la volée, essayer de reconnaître tous les gens qui passent dans la rue ? Est-ce qu'à force de reconnaître tous les gens qui passent dans la rue, on va pas décider de s'en servir pour discriminer tel type de population, pour en faire des données marketing, pour vendre telle ou telle chose, ou pour utiliser un parti politique au pouvoir qui va s'en servir pour influer sur tel ou tel vote, ou bref, voilà. Trouver ses ennemis politiques. Trouver ses ennemis politiques, tout ça. C'est ça, en fait, toute la base de la chose. C'est-à-dire que on a une architecture, le panoptique, et on la retrouve dans des architectures, d'ailleurs, architecture logicielle ou les infrastructures, si on parle de numérique, on se retrouve dans les infrastructures. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, si ce dispositif existe, qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Parce que c'est difficile à saisir, parce que la menace de la surveillance, et on l'a mentionné déjà, c'est abstrait, mais c'est aussi diffus. C'est difficile à saisir à cause que ça s'exprime à travers comme plusieurs dispositifs qui sont pas nécessairement près de toi ou comme totalement actifs constamment. C'est ça en fait, c'est ce qui fait la force de la surveillance de ce type-là, c'est que en fait c'est diffus. Et si, encore une fois, voilà, si c'était visible, accessible, on le saurait pas. Et d'une part, c'est diffus dans l'espace public, donc quand ça revient à l'État, à la force publique, c'est diffus, c'est fait exprès. Les caméras sont plus ou moins dissimulées. D'ailleurs, il y a aussi des policiers en civil qui sont dissimulés, quand ils y arrivent bien. Mais bon, voilà, qui sont là. Qui est d'ailleurs la différence avec la surveillance visible, le policier habillé, en uniforme, où il est là quand même aussi, on sait qu'il est là, il n'a pas besoin de se cacher, qu'il nous regarde ou pas, on sait qu'il est là, sa présence est clairement signalée. Donc quand ce n'est pas signalé totalement, quand on ne signale pas par exemple que dans tel endroit il y a des caméras, donc là en Occident, en tout cas au Canada ou ailleurs, c'est une obligation légale de le signaler, ça aussi c'est des lois, mais on ne le signale pas. Là effectivement on est dans une intentionnalité qui déjà est très mauvaise. je mets des caméras sans le signaler, même si je suis la force publique, on va dire l'État, c'est déjà mal parti. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui avec les dispositifs qu'on utilise, c'est que et d'ailleurs tous les dispositifs biopolitiques de ce type-là, c'est leur banalisation.
C'est-à-dire que le prisonnier dans la prison, au bout d'un moment, quand il est là pour 10 ans, bon, bah, c'est bon, il a intégré que les surveillants étaient au même endroit. Nous, nos téléphones portables, par exemple, qu'on a dans la poche, c'est quelque chose qui n'est pas diffus, en fait. On a nos téléphones, on sait qu'on les a dans la poche ou autre. Par contre, à chaque instant, est-ce qu'on se demande ce qu'ils captent comme données, ce qu'ils permettent comme forme de surveillance? On ne sait pas. Moi, je marche dans la rue, je sais qu'il y a des caméras dans la rue. J'ai écrit des travaux sur la reconnaissance faciale, notamment des émotions. Je sais comment c'est, je sais comment ça fonctionne. Pourtant, est-ce que à chaque fois que je marche dans les rues de Montréal, je me demande s'il y a une caméra qui me surveille? Non, parce que je peux pas penser à ça en continu. Bon, moi, personnellement, j'ai plein de vices et de défauts. J'aime bien chercher les caméras quand je rentre dans des pièces ou dans des centres commerciaux, mais ça, c'est des formations professionnelles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force et la complexité. Voilà, encore une fois, avant tous ces dispositifs numériques, la surveillance, c'était des policiers dans la rue, ou étatiques, j'entends, en civil ou pas. C'était des dispositifs de surveillance architecturaux, type le panoptique, et donc on les voyait, on savait que ça existait. Encore une fois, on ne savait pas comment on s'en servait, est-ce que ça impliquait, c'est toujours le but, mais on savait que ça existait. Aujourd'hui, on glisse petit à petit, et c'est ça qui est fort dans les travaux de Foucault, ce qui écrit ça il y a 40 ans maintenant, au moins, facilement. Plus d'ailleurs. 45. 45. 46. Ouais, c'est ça, 75. On est dans des dispositifs qui sont qui créent du panoptisme de manière de plus en plus proche de nous, en fait. Je pense que c'est ça la particularité. Donc ça devient de plus en plus ordinaire. Et donc l'État essaie de nous faire accepter de plus en plus de surveillance ordinaire qui peut être visible ou pas. Donc voilà, les caméras peuvent être visibles, les policiers peuvent être visibles ou pas. Je pense tout ce qui est lié au renseignement. Alors j'avoue, je ne connais peu les lois québécoises et canadiennes. Je sais qu'en France, là par exemple, pour prendre un cas que je connais, il y a encore eu une gradation de plus dans une loi sur la sécurité intérieure qui vient de passer, et puis maintenant ils vont avoir le droit aux drones, et ils ont le droit d'avoir ce qu'on appelle des IMSI catchers, c'est-à-dire que c'est les agents de renseignement arrivent avec une valise, ils se posent au milieu de la rue, et puis sur un rayon de 200, 300, 400 mètres, ils peuvent capter et enregistrer toutes les conversations téléphoniques qui passent avec les numéros, comme ça, sans avoir besoin de demander une autorisation à un juge ou autre. Donc il y a la force publique qui, elle, petit à petit va nous faire accepter, et puis nous en France l'argument massu comme on dit c'est les attentats. Alors, vous voulez pas qu'il y ait plus d'attentats, on va vous surveiller toujours plus, mais on a beau nous surveiller toujours plus, il y a quand même des attentats. Ouais. La question ici serait, est-ce que ces dispositifs-là aident vraiment à arrêter des attentats ou la criminalité en général? Alors non, la réponse est non, sur plusieurs points. La première, c'est que, alors pour envoyer un peu mes travaux là, en mode autopromotion, moi j'ai travaillé aussi sur la notion de signal faible, et notamment avec un ancien collègue où je travaillais en France, que moi en France j'enseignais dans une maîtrise qu'on appelle d'intelligence économique, c'est-à-dire de renseignement commercial. Voilà, donc on n'utilisait pas ces techniques, c'est que légal, ça s'appelle la veille stratégique, il y a plein de méthodes qui ne sont pas du tout fantasmé, mais en tout cas j'avais pas mal de liens avec des services de renseignement, et mon collègue Nicolas Moinet a beaucoup travaillé sur le renseignement en fait, et donc il a dirigé un numéro d'une revue qui s'appelle Hermès en 2016 sur le renseignement, qui est un bon numéro de revue scientifique. Et dedans, moi j'ai écrit un papier sur la sous-veillance, donc on y reviendra, je crois, et lui, on a écrit ensemble sur le signal faible. Bref, le signal faible, c'est l'idée qu'à partir de bribes d'informations, on va pouvoir deviner ce qui va se passer par la suite. C'est parce que j'identifie un comportement suspect dans la rue que je me dis cette personne-là va commettre quelque chose. C'est parce que j'ai des bribes d'écoute téléphonique ou deux personnes qui discutent en langage codé que je me dis ok, voilà, donc on prend ce signal-là, puis on va essayer de le relier à d'autres informations pour arriver à... Le problème, si on parle de la surveillance étatique, tout du moins par moyen électronique, et là je mets de côté la surveillance humaine, parce que c'est encore autre chose, mais en tout cas le renseignement humain, mais la surveillance, le renseignement électronique, le problème c'est que c'est chercher une aiguille, ok, pas dans une botte de foin, c'est chercher une aiguille dans une botte d'aiguille. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il fallait traiter les millions de signaux, par exemple téléphoniques, ou sur Internet, on parle de milliards, qu'on pourrait déjà capter, techniquement c'est très compliqué, mais bon, admettons, qui irait traiter ça derrière? C'est-à-dire combien il faut d'êtres humains
pour se dire, tiens, j'ai vu quelqu'un qui sur Snapchat, puis ensuite sur WhatsApp a envoyé 4 mots-clés suspects, et puis alors après on va retracer, ah mais on sait qu'il est... Oui, tu vois ce que je veux dire? On va retracer, il est avec telle personne, nanana. C'est quasiment impossible. Aujourd'hui, si on prend les attentats, la plupart des attentats qui ont été déjoués ne l'ont jamais été, ou très très peu à la marge, par surveillance électronique. C'est par surveillance humaine. C'est parce qu'on a identifié des personnes qui étaient suspectes par plein de raisons, qu'on a mis des êtres humains qui sont allés les surveiller, qui sont allés se renseigner sur eux, qui ont fait leur travail, qu'on a pu empêcher, arrêter un attentat. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est de se dire, en fait, dans la logique qui est, vu qu'on peut, on peut techniquement surveiller énormément de choses. Hein. J'ai des ordinateurs, j'ai des machines qui me permettent de capter des millions et des millions de données, alors parce que j'ai ça, je vais pouvoir l'utiliser pour agir. Sauf que, autant je te disais, l'être humain n'aime pas l'incertitude. L'incertitude, on l'a avec le manque d'informations, mais de l'incertitude, on l'a avec trop d'informations. Et donc, ces acteurs étatiques créent ce qu'on appelle de la paralysie stratégique, et ça marche aussi avec les entreprises. Arrivé à un moment, une entreprise, pour prendre une décision, la patronne ou le patron, il va arrêter de lire tout ce qui se fait sur le sujet. À un moment, il va dire, ok, c'est moi qui décide, on va faire ça. Et puis si on lui en donne trop, il va être paralysé. Si demain tu me dis est-ce que, tiens, je ne sais pas si je dois prendre tel ou tel médicament, et que je te donne 5000 commentaires Reddit sur le médicament, 300 recommandations légales, et puis 30 articles scientifiques sur les effets, ça, tu vas être paralysé, quoi. Voilà. Mais si ton médecin te dit ok, là, prends-le parce que il va y avoir des effets négatifs, voilà, mais prends-le parce que ça va t'amener ça. Ah, c'est une seule personne, une autorité qui me donne une information. Et voilà, le renseignement électronique, ça crée ce phénomène-là. C'est-à-dire que ça génère énormément de données qui ne sont pas traitables. C'est impossible de les traiter. Aux USA, la NSA est revenue en arrière sur l'écoute téléphonique généralisée. Alors au début, ils ont dit on va arrêter. Et puis après, ils ont dit, ok, en fait, on va la sous-traiter à des prestataires privés, mais dans tous les cas, la méthode du filet, c'est-à-dire on lance un filet, puis on essaie d'attraper tout ce qui va passer, et on fait le tri ensuite, ça marche pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas stratégiquement. Et donc, on peut se demander, là, si on n'est pas dans une technique de gouvernance. C'est-à-dire que si ce que je fais, moi je vends de la surveillance électronique pour dire aux citoyennes et aux citoyens, braves gens, dormez tranquilles, on surveille tout, il va rien vous arriver. Non, parce que ça marche pas, parce qu'il arrive des choses et parce que donc ça fonctionne pas. En fait, j'ai l'impression, en fait, parce que tu as mentionné que les gens utilisent comme des grosses banques de données pour essayer de prévenir des crimes. Si je me trompe pas, j'ai entendu des histoires qu'aux États-Unis, ils arrêtent des gens en prévention. C'est déjà arrivé que des personnes qui se sont dit cette personne-là va commettre un crime parce que c'est une personne à risque. Puis souvent, ces genres de techniques-là d'intervention vont cibler des populations déjà marginalisées. Mais alors ça, c'est la police nord-américaine, enfin nord-américaine, non, parce que j'englobe trop, je crois pas qu'au Canada, ça soit utilisé. Non, c'est aux États-Unis. Mais aux USA, il y a un logiciel, mais qui est aussi en France d'abord, qui s'appelle PredPol, Predictive Police, ça veut dire ça. Et PredPol, en fait, l'idée, c'est de permettre aux policiers d'identifier les zones où va y avoir le plus de risques qu'il y ait un crime. Ok, là l'idée est toujours le principe du signal faible, c'est-à-dire que du signal faible et de ce qu'on appelle du signal faible, pardon, et de la corrélation. C'est-à-dire que si dans telle zone il y a eu tous les samedis soirs entre 8h et 20h un crime, alors il y a de fortes chances que samedi prochain entre 8h et 20h il y ait un crime. Ça c'est ce que ferait un être humain classique, c'est induction, quoi. Si je vois plusieurs fois un même phénomène, mon cerveau va me dire qu'il va repasser. Eux ils ont poussé la chose en disant on va pouvoir rajouter plein de petites données. Par exemple, on va faire une fiche de dangerosité des personnes qui habitent dans la zone. Et puis, c'est ce truc qui a été étudié, je dis, c'est pas drôle du tout, mais bien sûr, les personnes noires ont des scores de risque plus élevés, même s'ils ont commis moins de crimes que les personnes blanches dans les mêmes zones. Donc, tu as fait trois braquages de banque, tu seras dans ce logiciel à plus bas niveau en moyenne qu'une personne noire qui a fait 2 cambriolages, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un effet performatif qui est le principe même de la prédiction qui est lié à la surveillance et la notion de signal faible, c'est-à-dire que si j'envoie toutes
tous les policiers de mon secteur dans une zone où il y a potentiellement plus de crimes qui peuvent être expliqués par exemple par des conditions sociales particulières ou autres, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ma police, au bout d'un moment, elle va arrêter plus de crimes parce que on l'envoie tout le temps là-bas, on envoie plus de monde là-bas. Et donc s'il se passe 10 crimes dans une zone A et 10 crimes dans une zone B, que j'envoie 10 policiers dans la zone B et 2 dans la zone A, on va dire, regardez les résultats, dans la zone B, 10 crimes, 10 policiers, on a arrêté les 10 personnes qui allaient commettre, on a empêché 10 crimes. Alors que dans la zone A, il y avait 2 policiers, on en a empêché 2, et puis de toute façon il n'y en a que 3 qui ont porté plainte, donc vous voyez, il y avait quand même 10 crimes dans celle-là, 5 dans l'autre, donc en fait notre logiciel marche, et puis on fait du bon travail. Et donc, sans arriver à arrêter des personnes avant qu'elles aient commis quelque chose, on va créer ce qu'on appelle un effet performatif. La performativité, c'est que ce qu'on énonce, ce qu'on énonce existe. C'est parce que ce qu'on énonce que ça existe. C'est parce que je dis que là, il va y avoir un crime, que là, ce qui va se passer peut être qualifié de crime. Et donc, c'est cet effet-là qui, en fait, s'explique, ces logiciels-là, PredPol, qui, donc, certaines municipalités ne l'utilisent plus aux États-Unis parce qu'en fait, c'était pas fiable, parce qu'ils sont aperçus que pendant qu'ils se concentraient que sur les Noirs des quartiers les plus pauvres, ils voyaient pas ce qui se passait chez les Blancs des quartiers plus favorisés, ou peu importe. Et donc, certains ont abandonné en termes d'efficacité, d'autres parce qu'il y a énormément d'associations, de citoyens qui ont dit faut arrêter, là, ça devient vraiment de la discrimination pure et dure, il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui est assez intéressant dans l'utilisation de ces outils, c'est qu'en fait, ça ne permet en rien, mais vraiment en rien, d'empêcher quelque chose d'arriver, parce qu'on ne peut pas arrêter une personne qui n'a pas commis un crime, donc ça n'empêche pas que ça arrive, ça arrivera quand même, voilà. Et surtout, en fait, c'est lié à, non pas la volonté de la police de prédire le crime, bon, bien que ça peut être un fantasme pour certains, ou encore de la croyance dans le technologisme, dans la solution technologique, en fait, dans le solutionnisme technologique, puisqu'en tout cas, par exemple, pour les services de renseignement, généralement, eux sont assez... les personnes sur le terrain vont vous dire, dans la technologie, ça sauvera rien, quoi. Voilà. Non, c'est qu'en fait, ça répond à une forme déjà de gestion de la police qui est une gestion statistique. La police aux USA, puis maintenant partout dans le monde, à partir des années 70-80, particulièrement à New York, avec l'idée de la tolérance zéro, tous ces discours-là, elle a été évaluée par des statistiques. C'est ce qu'on appelle, mais le monde entier, en fait, tout le new management, les entreprises, les universités, on est tous évalués à partir de critères qui sont soi-disant objectifs. Bon, la police, c'est pareil. Et donc, quand tu es évalué par des critères statistiques, quelle est la meilleure manière de faire monter tes critères statistiques? C'est en t'appuyant sur un outil qui te produit des statistiques. Et donc, si tu es un bon policier parce que tu résous 10 crimes, tu empêches 10 crimes dans une semaine, et que tu as un logiciel qui te dit, là, il va y en avoir sûrement 50, tu mets toutes tes forces pour réguler, en fait, pour te dire, si on a potentiellement 50, j'arriverai bien à trouver mes 10 de la semaine. Et donc, tout ça, c'est imbriqué, en fait, dans quelque chose qui est plus large. Donc, la surveillance n'est ni une finalité, ni seulement un moyen. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est un moyen qui crée ses propres finalités, et c'est des finalités qui amènent leurs propres moyens. Et c'est ça qui est assez passionnant, alors inquiétant si on parle d'un point de vue sociétal, mais en tout cas à étudier d'un point de vue scientifique. Dans le cas de la police des États-Unis, à New York, entre autres, je pense que c'était montrer ces statistiques-là pour dire on est efficace, on a besoin de plus de financement, donc avoir plus d'argent. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi un gage politique. C'est-à-dire que moi, j'ai été élu maire de New York. Je peux dire, aujourd'hui, ma police a résolu
35% de crimes en plus. En fait, c'est à partir du moment où on regarde le résultat et pas les moyens, on peut faire des raccourcis pour produire du résultat. Et c'est ça qui, de toute manière, comme je le disais au début, amène toujours à développer plus ces moyens-là, parce qu'on veut toujours plus de résultats. Si on prend les entreprises du numérique, elles veulent toujours plus de données parce qu'elles font croire aux publicitaires, aux entreprises qui font de la pub, que leurs données sont fiables. Alors que c'est faux en plus. Les données Facebook, on pourra en débattre. C'est le ciblage Facebook, c'est... Ça, Facebook, c'est un cas particulier parce qu'ils ont comme littéralement faussé des données pour comme que les gens puissent bouger aux vidéos, puis ça a causé la faillite de journaux. Ah oui, et puis même, je veux dire, les données Facebook, moi, pour les exploiter en termes de recherche, certaines, ou les avoir, parce que là, c'est de moins en moins, en tout cas, oui, c'est pas précis, mais quand Facebook... Et ça, c'est un exemple que je prends souvent ces derniers temps, mais avec la fameuse affaire Cambridge Analytica, où donc une entreprise du Royaume-Uni a collecté des données pour favoriser le ciblage publicitaire dans le cadre d'élections politiques. Ça a influé très peu sur les élections, ce qu'a fait Cambridge Analytica. Par contre, ça a renforcé l'idée que Facebook avait des données qui permettaient de manipuler les gens, pour faire court. Et donc, quand on est publicitaire, on se dit « Waouh, si grâce à Facebook, Trump a gagné les élections, alors moi je vends du pepperoni, alors super, je vais réussir à vendre encore plus de pepperoni grâce à Facebook. » Et Facebook a tout intérêt à toujours capter plus de données et en vendre toujours plus parce que la demande derrière est pareille. Et donc que ce soit la surveillance étatique ou autre, c'est toujours la même chose. Et puis il faut se mettre à la place d'un politique à qui on dit « Mais en fait, on va vous donner encore plus de choses sur vos adversaires, sur la population, etc., etc., et puis la police et autres, et puis les entreprises privées. Et donc, même nous, en fait, simples utilisateurs lambda, pourquoi on a des smartphones, enfin des téléphones intelligents quand on court pour savoir combien de mètres on a couru, combien de calories on a perdu, combien de temps on passe à faire quelque chose. Encore une fois, ça, c'est un besoin, ça répond à des besoins, sinon ça n'existerait pas. Le Bentham, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand le panoptique a été développé dans les prisons, donc au Royaume-Uni, c'est qu'en fait, le Royaume-Uni avait notamment, principalement, c'est dans les années 50-60, les panoptiques, ça arrivait tard, ça a été pensé au 18e, mais dans les prisons, ça a été développé beaucoup plus tard, c'est parce qu'en fait, la colonisation avait fini. Il n'y avait plus de colonisation comme en France. Et avant, en France ou par exemple au Royaume-Uni, les prisonniers, on les envoyait les prisonniers dont on estimait qu'ils n'étaient pas réinsérables, on les envoyait au bagne. Et donc là, tout d'un coup, ils se sont dit, mince, on ne peut plus envoyer ces prisonniers-là au bagne, on n'a plus de colonies pour les envoyer. Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'ils incorporent la norme et qu'en sortant, ils ne recommettent plus des crimes, puisqu'à l'époque on était persuadé qu'une fois que tu étais un criminel, c'était à vie, qu'il n'y avait pas de réinsertion possible, on a créé le panoptique en disant on va leur incorporer cette norme, ils vont intégrer qu'ils sont constamment surveillés, et donc quand ils sortiront, peut-être qu'ils se diront encore qu'ils sont constamment surveillés et qu'ils vont incorporer cette norme-là. Et c'est pareil aujourd'hui avec les dispositifs qu'on utilise, c'est-à-dire que pourquoi on a de plus en plus recours à des plateformes ou des dispositifs comme nos téléphones, dont on sait, d'ailleurs on le sait, c'est bon, depuis Snowden, et puis on le sait qu'ils nous surveillent. Enfin, je veux dire, qui ne le sait pas, entre guillemets, il y a des études qui montrent qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne le savent pas, mais dans l'absolu, on sait. Je veux dire, on a tous, si on prend l'exemple de Facebook, on a tous dit, j'ai pas allé le pepperoni là, il y a de grandes chances que si j'allume Facebook, moi je l'ai pas sur mon téléphone, mais si j'allais sur mon téléphone, si j'allume Facebook, j'ai une pub pour du pepperoni qui apparaisse. Parce que, mais voilà, mais c'est marqué dans les conditions, Facebook enregistre des extraits de ce qui passe dans le micro du téléphone. Bon voilà, on a juste à le lire, on le sait, et puis on s'en aperçoit, la base, les cookies publicitaires, je suis allé voir un site qui vend des chaussures, les 30 pubs qui arrivent derrière, c'est pour me vendre des chaussures. Donc on le sait, on en a conscience, j'ai une caméra qui me filme, on a conscience, mais ça nous est utile à nous pour avoir accès à toujours plus de choses, donc c'est de la surveillance librement consentie, on consent à ça jusqu'à un certain niveau, et ça permet, si on prend aux entreprises privées, de nous incorporer des normes de consommation, de représentation des choses ou autres. Donc j'ai envie de dire, si pris comme ça, je veux dire avec un cynisme extrême, c'est gagnant-gagnant, parce que le prisonnier, on l'envoie plus au bagne,
Et la société dit on a incorporé des normes. Nous, on nous entend parler de pepperoni sur Facebook, mais on nous propose des publicités où on nous recommande des choses qui vont petit à petit répondre à des besoins qu'on exprime. Et ça, beaucoup d'enquêtes le montrent. Hein. Moi, j'écoute beaucoup de jazz, de hip-hop, beaucoup de musique comme ça, mais en même temps, j'ai du jazz. Moi, j'ai pas envie que quand je suis sur YouTube ou Spotify ou peu importe, j'écoute un album de Coltrane et puis d'un coup j'ai une musique de Justin Bieber qui apparaisse. J'ai pas envie de ça. Personne n'a envie de ça. Surtout de Justin Bieber. Non, je rigole. Je suis chaud au Canada, ça va mal finir. Mais blague à part, on n'a pas envie de ça. Donc, quand on nous dit oui, mais pour pas avoir ça, faut que vous donniez des données. Faut qu'on traite vos données. On va dire ok. Bon, effectivement, j'ai pas envie d'écouter telle musique qui apparaisse. Donc, c'est là, en fait, où est cette espèce d'équilibre de la surveillance et qui ne fonctionne pas sur des injonctions comme « on vous surveille pour votre sécurité ». Ah ok, mais... voilà, qui est vraiment sur de l'expérience, et c'est ça qui aujourd'hui encore, pour revenir sur les dispositifs numériques, on a des dispositifs de surveillance qui sont à nous, chez nous, qu'on personnalise, qu'on achète volontairement, on ne nous impose pas, vous devez avoir un téléphone chez vous, et dont les bénéfices immédiats sont plus évidents que les risques que ça peut provoquer. Et donc on n'est pas dans ce que moi j'appelle le paradoxe de la caméra de surveillance. Le paradoxe de la caméra de surveillance, c'est qu'en fait, on met une caméra pour surveiller la rue. S'il n'y a pas de crime, on va dire c'est parce que la caméra était là. Si la caméra n'est pas là et qu'il y a un crime, c'est qu'on va dire c'est parce que la caméra n'était pas là. Ok, puis après on prend les chiffres et puis on s'aperçoit qu'en fait, en tout cas moi je connais les chiffres français, on est à moins de 2% je crois de crimes qui sont résolus ou empêchés grâce aux caméras de surveillance dans la rue. Mais en tout cas c'est ça, si on vous dit mais si c'est pas là, s'il n'y a pas eu de crime c'est parce qu'elle était là, et s'il y a eu un crime c'est parce qu'elle était pas là. Ouais, et s'il y a eu un crime... Ouais. Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Ça c'est du discours. Donc il y a ce paradoxe-là. Avec mon téléphone, il n'y a pas ce paradoxe-là, mais je le sais. C'est super, je sais que je suis perdu dans Montréal, allez, je connecte mon GPS et puis sur mon téléphone, et puis je sais où c'est, et puis je sais où est mon trajet. Ouais, en échange, mon application de GPS, elle va collecter mon trajet. Mais voilà, j'ai une réponse immédiate. Je sais pourquoi j'ai un GPS dans la poche, je sais pourquoi je l'allume ou pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que Foucault n'avait pas envisagé à ce point-là pour revenir au panoptique, mais qui est totalement dans le panoptisme et qui impose des formes de normes, mais qui sont moins évidentes à détecter. Qu'est-ce que ça normalise le fait d'avoir mon téléphone dans la poche et de la publicité ciblée? C'est très très complexe à étudier. Par contre, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on est surveillé sur Internet? Là, il y a beaucoup d'études qui montrent que, par exemple, les militants politiques s'expriment beaucoup moins. On sait qu'on s'autocensure aussi beaucoup plus. Hein. On sait que... et ça, c'est assez typique. Parce que moi, j'ai travaillé pas mal sur la réputation en ligne. C'est assez typique des étudiantes et des étudiants qui souvent arrivaient au moment où ils vont commencer à aller chercher ils ont leur diplôme, ils vont chercher leur premier job. Là, mais si la photo de moi en train de danser à moitié nu sur un bar apparaît sur Facebook, est-ce que les employeurs vont me recruter? Je vais supprimer ces photos-là. Et là, on est dans de la normalisation. Et ça, voilà. Et ça, il y a des moments, en fait, où c'est beaucoup plus fort. Il y a des moments où ça l'est beaucoup moins. Mais j'adore cet exemple-là, puisque moi, les étudiants, j'aurais toujours dit, mais en fait, si vous tombez sur un employeur qui est assez idiot pour vous dire « Ouh là là, toi, tu bois quand tu sors le week-end, et t'es pas alcoolique, travaillez pas pour lui. » Moi, je recrute des étudiants, s'ils vont faire la fête le week-end et puis qu'ils reviennent le lundi et que tout va bien pour travailler avec moi, je vois pas où est le problème. Mais il y a quand même cette norme qui rentre dedans, et les dispositifs qu'on a, voilà, c'est dans ces moments-là qu'on s'aperçoit qu'en fait, ils normalisent certains de nos comportements, de nos attitudes, de nos représentations, mais c'est beaucoup plus diffus pour le coup. C'est pas la surveillance. Voilà, c'est amusant, ça me fait penser à ça. Le panoptique, la surveillance étatique, la surveillance et le moment où on est surveillé est beaucoup moins diffus, et beaucoup plus diffus. Par contre, les effets sont
plus immédiat. Je suis surveillé, je fais quelque chose qui ne va pas, je peux être bien. Alors que c'est l'inverse dans les dispositifs numériques, c'est-à-dire que les effets sont beaucoup plus diffus. Par contre, on sait immédiatement qu'on est écouté, qu'on est, etc. Et c'est peut-être ça un paradoxe à creuser d'ailleurs. On a parlé tantôt d'action citoyenne. Ouais. Et l'idée du braconnage. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement par braconnage? Parce que moi, ce mot-là, il y a une connotation comme extra-légale. On fait quelque chose à l'extérieur de la légalité, on tend des pièges, on braconne, souvent comme à la chasse, quand on dit des affaires qu'on n'a pas le droit de faire. Ah, est-ce que, si je peux me permettre de reformuler pour être bien clair, est-ce que si je braconne, c'est parce que je veux faire quelque chose d'illégal? C'est ça la question? Mais c'est quoi exactement qu'on veut dire par braconnage? Parce que c'est juste que okay. moi, le terme, il porte un peu à confusion. Mais je trouve ça intéressant, pareil, de l'idée de braconner. Alors, le dispositif. Ouais, braconnage, ça vient d'un autre philosophe français qui s'appelle Michel de Certeau, qui s'appelait Michel de Certeau. Et en fait, Michel de Certeau, qui est un auteur très étudié au Lab CMO, le laboratoire où je suis là, à l'UQAM, enfin des deux laboratoires où je suis, qui est très étudié. En fait, Michel de Certeau, entre autres choses, il a fait une distinction qui est très intéressante entre la stratégie et la tactique. La stratégie, c'est on met en place des moyens. Une stratégie, c'est on a des objectifs et on met en place des moyens pour atteindre cet objectif. Et la tactique, c'est on réagit. On s'adapte, on développe notre comportement, on reformule nos objectifs et on prend nos moyens en fonction du contexte. Et donc ce que dit Michel de Certeau, c'est le capitalisme, parce que c'est un chercheur plutôt marxiste, on va dire, le capitalisme, les capitalistes, c'est eux qui ont la stratégie. C'est eux qui, on lui parle de consommation, Michel de Certeau il s'est intéressé à la consommation, pas aux aspects politiques, vraiment la consommation. En termes de consommation, c'est les capitalistes qui ont la stratégie, c'est eux qui ont des objectifs et c'est qui ont des moyens. Et nous les consommateurs, on est dans la tactique, c'est-à-dire que on va s'adapter en fonction de la stratégie, on va adapter nos modes de consommation par des tactiques, parce que voilà, je veux absolument consommer ça, sauf que dans la stratégie des entreprises, en fait on me propose que ça comme ça, et je vais sur le moment réajuster. Ok, alors je voulais le consommer, mais alors je vais le consommer différemment. Je vais être dans la tactique. Ce que j'avais prévu de faire s'adapte à ce qu'on me donne. Et Michel de Certeau notamment, et là encore une fois je simplifie beaucoup, mais Michel de Certeau lui parle de braconnage, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, quand on m'impose un schéma de consommation, par exemple, le braconner, c'est arriver à dire non, je ne vais pas suivre le schéma qu'on m'a donné. Je vais réussir à le contourner, à le réadapter, à passer par-dessus les obstacles ou les passages obligés qu'on me donne. Voilà, c'est vraiment, voilà, je vais réussir à le contourner. Si on me dit de passer par la porte, je vais essayer de passer par la fenêtre, parce que j'ai pas envie de passer par la porte. Voilà, pour donner vraiment un exemple très, très, très basique. Et donc, braconner la surveillance, qu'elle soit étatique ou commerciale, c'est pas s'en extraire, parce que s'en extraire, c'est pas possible. C'est ça qui est intéressant chez De Certeau, on est dans une société de consommation, donc on est obligé, on nous impose les stratégies des capitalistes, des entreprises, etc. Il appelle ça capitaliste, ça a toujours la connotation politique, mais lui dit vraiment, voilà, capitaliste, c'est ceux qui ont le capital et qui veulent qui ont des choses à nous vendre, à consommer, en fait. Mais voilà, on est obligé, on n'a pas le choix, on est dans cette société de consommation, donc dire je m'en retire, c'est illusoire. Enfin, c'est pas illusoire, c'est possible, allez, je vais dans une cabane quelque part, et puis encore, enfin bref. On peut en débattre, mais c'est assez illusoire. Par contre, dire je vais braconner, c'est-à-dire que, ok, en fait, il me donne des outils, là, il me donne des moyens, mais moi je vais les détourner, par exemple, ces moyens. Voilà, je vais les utiliser pour ne pas rentrer dans le jeu, en fait. Je vais prendre les outils du jeu, les moyens du jeu, pour ne pas rentrer dans le jeu. C'est-à-dire qu'avec les moyens que vous me donnez, je ne vais pas atteindre vos objectifs. Ou en suivant, ou à l'inverse, je vais changer les objectifs, donc avec vos moyens, je ne vais pas atteindre les objectifs que vous me fixez, ou je vais prendre d'autres moyens pour atteindre les objectifs que vous me fixez. Voilà. C'est pas j'oublie vos moyens et vos objectifs, de toute façon, j'ai pas le choix dans l'absolu. Et donc ça, c'est très intéressant, ce braconnage-là, c'est-à-dire, un exemple concret, c'est donc la surveillance. La surveillance, c'est surveiller les surveillants, c'est-à-dire que, c'est une question que posait Foucault et d'autres, qui surveillera les surveillants, c'est-à-dire que, ok, j'ai un téléphone dans ma poche qui filme, maintenant, moi, je vais aller filmer, par exemple, une interpellation policière. Moi, c'est un truc que je fais, même ici à Montréal. Quand je vois une interpellation policière, j'entends pas un contrôle routier,
quoique ça dépend sur quelle population c'est appliqué. La dernière fois, je suis allé poser la question quand même, je trouvais ça bizarre. Bref, mais en tout cas, ouais, j'ai tendance à filmer, parce que l'idée étant de dire, très simple, ok, en fait, vous nous avez imposé ce panoptisme. Hein. On a compris que parce qu'on se sait surveiller, on incorpore des normes. Ça, on le sait depuis tout petit. J'ai dans ma poche un téléphone qui me surveille et qui permet de surveiller. Et ben moi, policier, là, que je vois intervenir, ben, je vais te filmer. Puis je vais te montrer que je suis en train de te filmer. Et donc tu vas savoir que je suis en train de te filmer, mais qui te dit où va partir la vidéo ? Est-ce qu'elle n'est pas d'ailleurs en train d'être diffusée en direct ? Qui va l'utiliser ensuite ? Tu ne sais pas. Et donc si ce que tu fais sort de la norme, de ce qui est attendu, notamment de la loi, mais aussi de la norme, eh bien, vu que tu t'es laissé surveiller, tu sais qu'à un moment, ça pourra t'arriver. Et donc la surveillance, typiquement, est une forme de braconnage de la société de surveillance, puisqu'on va donc utiliser les moyens qu'on nous donne pour d'autres finalités. Et ça permet de développer d'une part, ça permet d'être des tactiques, et surtout, ça pousse les personnes qui dépendent de stratégie à eux-mêmes développer des tactiques. Elles deviennent réactives. Si la police avait prévu tel type d'intervention, elle se sait filmer. Donc là, elle est dans deux choix. C'est soit elle continue avec tout ce que ça peut impliquer derrière, soit elle va devoir ne plus être dans la stratégie, mais dans la tactique. Nos stratégies d'interpellation ne marchent pas, on va devoir trouver une autre tactique. Et donc ça crée une forme de réactivité. S'il fallait parler en termes militaires, hein, c'est le but des stratégies militaires, c'est de pousser à la réactivité, hein, que l'ennemi soit réactif, parce qu'à un moment, s'il est réactif, il se désorganise ou pas. Et le braconnage, c'est ça, c'est plutôt se dire, pour ne pas être désorganisé, on va organiser notre tactique. On va organiser la tactique, on va partir du principe qu'on ne mettra jamais en place la stratégie, que si je vais dans une manifestation et qu'il y a des violences policières, pour parler de surveillance, hein, parce que c'est surtout appliqué à ça, je ne vais pas pouvoir prévoir quel va être le schéma de maintien de l'ordre des policiers. Ça, c'est leur stratégie, c'est eux qui savent comment ils vont intervenir, comment ils s'organisent. Moi, je ne peux pas le savoir. Hein. Moi qui suis dans l'administration, je ne peux pas le savoir. Par contre, je peux m'organiser avec les personnes avec qui je vais en manifestation pour filmer et pour arriver tactiquement à m'adapter, en fait, à ce schéma-là. Je ne le contrôlerai pas, on me l'imposera, mais je saurai m'y adapter, et de fait, je serai quand même moins soumis aux conséquences de cette stratégie là-dessus. Bon. C'est comme s'il y a un combat pour du pouvoir sociétal entre les surveillants et les surveillés, et le braconnage, la surveillance, c'est comme des tactiques guérilla, on va comme un peu en dessous du système, on réutilise le système. Puis... Mais dans le livre Le Web affectif qu'on a écrit il y a quelques années avec un collègue, Julien Pierre, sur justement la surveillance des émotions, la reconnaissance des émotions, on parle de ça, nous, à la fin. On dit, le dernier titre, c'est Hack Your Emotion, hein, donc comment résister à ça. Et moi, je pense qu'il faut effectivement le terme de guérilla. Alors, ça fait guerre, c'est toujours... C'est pour ça que le terme de tactique me paraît mieux, mais enfin, moins agressif. Mais oui, à un moment, on en est là, c'est-à-dire qu'on joue... C'est un combat. Ouais, c'est du combat au sens idéologique, on va dire. Hein, plus, une lutte. Plus réel, hein. Pas incité du tout au combat. Mais comment dire, c'est pouvoir ne pas subir, en fait, quelque chose qui est non consenti. Et que ça soit, moi, si je vais en manifestation, si je vais manifester et que je ne vais pas au combat, littéralement, je consens pas à ce que la police me violente. Elle m'envoie des gaz lacrymogènes ou elle me tape dans un coin, j'y consens pas, donc ce n'est pas consenti. Moi, si j'utilise un téléphone, je consens à certaines choses, mais je consens pas forcément à ce que Facebook enregistre aléatoirement de ce que je suis en train de dire pour l'argument, etc. Et donc, en fait, ce côté tactique ou guérilla, c'est dire oui, on va mettre en place des schémas qui vont permettre de ne pas subir des choses qui sont non consenties, mais dont on sait qu'elles existent, parce qu'encore une fois, surveillance, on ne sait pas. Et clairement, aujourd'hui, il y a plein de petites techniques individuelles, hein. Il y a ce qu'on appelle l'obfuscation en ligne, c'est-à-dire qu'on va volontairement noyer de... Voilà, je n'ai pas envie que le YouTube sache que je suis fan de Justin Bieber, hein. Le truc inverse. Donc je vais systématiquement, il y a même des outils qui font ça automatique, hein, des petits trucs de navigateur, mettre d'autres termes, laisser tourner YouTube avec plein de termes de musique différentes, en effaçant mes cookies, en mettant un VPN, enfin bref,
faut pas qu'ils le sachent, ou que ce qu'ils captent, en fait, ne soit pas traitable. Hein, c'est d'ailleurs la base des stratégies, quand on sait militaire ou autre, quand on sait qu'on est surveillé par des services de renseignement. C'est-à-dire qu'on va mettre plein de fausses pistes, plein de signaux, on parlait de signaux faibles tout à l'heure, plein de petits signaux qui vont déstabiliser. Ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau individuel. Moi, je pense qu'au niveau collectif, on peut agir de manière beaucoup plus massive, que ça soit d'une part sur les plateformes numériques, et moi je veux modifier les résultats de l'algorithme de YouTube ou de Google, je peux le faire collectivement, à la marge, c'est pas énorme, mais je peux, il y a des techniques, je peux comprendre comment ils fonctionnent pour arriver à utiliser ces moyens-là contre eux. C'est-à-dire que je peux réutiliser leurs moyens, par exemple Google et les manières dont ils référencent des contenus, hein. On a une idée de comment ça marche, on peut arriver à utiliser ce moyen-là pour aller vers d'autres objectifs. Facebook, c'est pareil, c'est-à-dire que Facebook, bien évidemment, quand on l'a dans sa poche, dans son téléphone, on peut mettre aussi en place certaines choses, mais collectivement, sur Facebook, on peut s'amuser, par exemple, à créer 2 profils similaires, et puis à connecter, d'un côté, tous nos faux profils d'amis avec mes vrais profils d'amis, et s'amuser à passer d'un profil à l'autre pour échanger certains contenus ou autres. Parce que Facebook fonctionne sur le principe du graphe, donc c'est affinitaire, donc en fonction de... Voilà. Bref, il y a ces moyens-là qui sont à un niveau, là je parle individuel, au niveau d'un groupe, alors pas un groupe de 5000 personnes, un petit groupe, et puis après au niveau sociétal, on a des moyens pour dire stop à la surveillance, stop à Facebook, hein, là voilà, en Europe c'est minimal, mais il y a le règlement général pour la protection des données, hein, qui a changé pas mal de choses pour les plus petites entreprises que les grosses entreprises des plateformes, mais voilà, qui a été poussé par beaucoup de citoyens, de collectifs de citoyens, de partis politiques ou autres, pour dire stop là, votre collecte de données là. Enfin, à un moment, il faut qu'on consente quand même à ce qu'on nous prend, parce que nous dire soit vous acceptez tout, soit on vous donne pas de service, ça devient un peu bizarre. Donc voilà, il y a ce côté aussi sociétal, c'est-à-dire expliquer à celles et ceux qui décident des politiques, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient peu importe, que leur vision du on fait ça pour votre bien et on veut toujours plus de surveillance avec ça. Non, c'est quelque chose qui n'est pas convenable, et ça c'est au niveau sociétal. Et voilà, et c'est ça que on peut ramener dans le braconnage, qui peut être individuel, qui peut être collectif, et qui peut être, je veux dire, sociétal, mais là on a dépassé le braconnage, mais en tout cas, il y a ces moyens-là, et ça c'est quelque chose qui, mais là je parle en tant qu'enseignant, en tant que professeur, enfin enseignant, quoi, qu'on devrait enseigner assez tôt, c'est-à-dire d'expliquer, moi c'est ce que je dis quand j'ai des cours qui traitent de ce sujet-là. Actuellement j'en ai pas si longtemps que ça chez l'UQAM, mais en tout cas quand j'en avais avant, j'en parle quand même si c'est vrai. Bref, mais de dire ok, je vais vous apprendre à mettre un bloqueur de publicité si ça vous intéresse ou autre. Mais déjà, la première chose que je vais vous apprendre, c'est comment ça fonctionne, toutes ces plateformes-là. Comment il fonctionne l'algorithme de Facebook, comment on capte des données. Parce que si vous savez comment ça fonctionne, après vous êtes plus dans une position de choix. De vous dire, ok, là, j'ai le choix. Je sais comment ça fonctionne, donc je choisis de l'utiliser. Mais si vous vous dites après, ouais, je sais comment ça fonctionne, mais j'ai des contraintes. C'est-à-dire que quand même, arrivé à un moment, j'ai le choix de la manière dont je l'utilise à la limite, mais j'ai pas le choix de ne pas l'utiliser. Voilà, Zoom par exemple pour faire des cours, on nous l'impose, hein, puis Zoom c'est pareil, hein, la reconnaissance faciale, tout ça, allons-y. Hein. C'est là qu'en fait arrivent les techniques de braconnage, et moi je pense que, en tout cas en tant qu'enseignant, c'est des choses qui sont à enseigner, parce que, alors si on va dire des tactiques de guérilla, parce qu'on va pas enseigner ça quand même, mais même braconnage comme ça, mais ouais, des techniques, voilà, arriver à produire des tactiques individuelles et collectives qui permettent d'aller à l'encontre. Et puis sur Zoom, il n'y a pas eu une révolte institutionnelle qui aurait pu avoir lieu pour aller voir l'université et dire « Mais attendez, pourquoi vous nous mettez sur Zoom, quoi ?» Non, nous on veut pas Zoom. Voilà, développez votre propre outil. Bon, ça aurait été ennuyeux quand même en 6 mois, mais... Oui, mais c'est là que maintenant on arrive au discours. Ok, on s'est fait avoir là. Bon, on ne pouvait pas prévoir. Hein. Maintenant, vous allez développer votre outil. Hein, oui. Et c'est ça, en fait, le genre de choses qu'il faut pousser collectivement. Il y a 5 universités à Montréal, 5 Sherbrooke à Longueuil, admettons. Pourquoi il n'y a pas un collectif pour créer votre propre outil de visioconférence pour que la prochaine fois qu'il y ait un événement ou de ce type... Oui, ça, c'est ça, tu vois, les différents niveaux, ils sont là. Individuellement, aller dire aux étudiants, en tant que personne, comprenez comment ça fonctionne.
collectivement, à plusieurs, comprenez comment vous pouvez braconner, mettre des tactiques, et puis après, à un niveau élevé, comment vous pouvez aller réfléchir ou pousser des personnes dont c'est le métier, on va dire, notamment les politiques, les syndicats, enfin peu importe, les représentants, aller voir vos représentants pour leur dire que vous voulez qu'il y ait une action sur une entité abstraite, l'État, l'université ou autre. Et ça, c'est faisable, et il ne faut jamais le perdre de vue. Et donc voilà, il faut éliminer le discours du « Ah oui, vous dites que vous êtes anticapitaliste, mais vous avez un téléphone dans votre poche. » Bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en fait du téléphone? Et là, la question. Pour finir, une dernière question. Ouais. Juste pour faire la boucle, est-ce qu'on pourrait dire qu'on vit dans une société carcérale? Non, je vais vraiment pas trop dire, mais par respect pour les personnes qui vivent des conditions carcérales, c'est trop dur de dire ça. Hein. La prison, même en Occident, c'est une expérience qui est incomparable d'un point de vue négatif à même ce qu'on a pu vivre pendant le confinement. Voilà, la prison, on y est parce qu'on y est. Parce qu'on nous l'impose, parce qu'on n'a pas de recours autre que ceux qui sont créés, que ceux qui sont fournis par le système qui nous l'imposent, et parce qu'on est dans un endroit où une majorité, souvent de la population, estime qu'on ne devrait pas sortir ou qu'on mérite bien le sort qu'on a. Donc non, on ne vit pas dans une société carcérale. Par contre, on vit dans une société de surveillance. Ça, c'est évident. Le nier, alors qui plus est, comme je le disais au début, avec des arguments fallacieux du type oui, mais regardez en Corée du Nord. Ah oui, bah, c'est sûr que si on va regarder en Corée du Nord, ou rappelez-vous en 39-45, enfin bref. Le nier, c'est soit vouloir y participer, soit essayer de se dire que jusqu'ici tout va bien, hein, le plus dur c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Toujours, donc c'est juste pour se rassurer. Soit pour se rassurer, soit parce qu'on adhère. Donc on est dans une société de surveillance. C'est pas une fatalité, parce que en fait cette surveillance n'amène globalement rien de mieux qu'une société qui serait sans ce niveau de surveillance. Et soit on voit la surveillance comme un concept, voilà, le panoptisme, soit on voit la surveillance comme un concept, comme quelque chose, comme je le disais, qui est à la fois un moyen et une finalité, soit on le voit comme un outil, et si la surveillance est un outil, on peut donc la détourner, on peut l'employer à des fins citoyennes, on peut se la réapproprier, et puis on peut même appeler ça autrement que la surveillance. Hein. La surveillance, c'est par-dessus, la sous-veillance, c'est par-dessous. Il y a des auteurs qui parlent d'équiveillance, en disant on pourrait faire quelque chose d'horizontal, qui serait d'ailleurs non pas dans « je surveille mon voisin », mais « je prends soin » de mon voisin, et notamment pour finir sur la sous-veillance, hein, c'est alors ça a toujours été détourné encore une fois, mais tous les organismes qui disent arrêtez de financer la police, c'est pas juste arrêter de donner des moyens à la police pour donner, non, c'est réinjecter-les ailleurs, d'une part, réinjecter-les ailleurs, et puis moi quand je vois quelqu'un qui a un trouble psychiatrique dans la rue, d'ailleurs, c'est un acte de surveillance que j'ai fait il y a plus d'un an à Montréal. Hein. On n'envoie pas la police, on doit avoir des travailleurs sociaux, on doit avoir des travailleurs de la santé. Donc s'il n'y a pas assez de moyens pour recruter des travailleurs de la santé et des travailleurs sociaux, mais qu'on les donne dans la surveillance, peu importe sa forme, c'est peut-être là qu'il faut aller les prendre en fait. Et donc c'est quelque chose qu'il faut envisager à terme, de manière pas utopique, il ne faut pas être utopique, parce que moi je pense qu'on peut y arriver, mais on peut enlever cette idée de surveillance. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose au-dessus de nous qui nous surveille. On peut avoir un système où on prend soin les uns des autres, ce qui n'interdit pas d'avoir une police, d'avoir une justice, d'avoir des lieux d'isolement ou de mise en retrait des personnes qui voilà. C'est pas ça, mais on peut arriver à ça. On peut y arriver, et paradoxalement, on a des outils, notamment numériques, qui sont magnifiques pour ça. Ils sont magnifiques. On a des super outils qui permettent ça, sauf qu'on les a laissés dans les mains d'entreprises privées, et inversement, quand on dit « ok, on pourrait les nationaliser, admettons », en fait c'est dans les mains de personnes
qui ont pour objectif d'avoir du pouvoir. Donc en fait, c'est soit on les laisse dans des entreprises privées qui ont des objectifs de capitalistes, accumuler du capital, peu importe la forme du capital, et pour le garder pour eux. Et dans l'autre, on a des personnes qui sont dans l'idée que leur seule manière de gouverner, c'est d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'emprise. Donc dans les deux cas, la surveillance pour eux, c'est accumuler du capital, de la donnée, et de les autres, c'est biopolitique, c'est avoir du pouvoir. Et tant qu'on laissera ces outils-là soit à ces entités-là sans qu'il y ait une forme de contrôle citoyen, de régulation, ou qu'on leur laissera tout court, là on peut pousser plus loin la vision des choses, on arrivera toujours au même résultat. Et ça, encore une fois, c'est une question de société, mais c'est pas une fatalité, faut pas voir ça. Pour l'instant, on va apprendre à résister, à braconner, et puis petit à petit, on va apprendre à s'organiser. Et ça, je suis persuadé que ça va arriver un jour ou l'autre. Ben Camille, merci pour ce petit espoir que tu nous donnes à la fin. C'était très intéressant. Puis on se croise les doigts que ça aille bien dans l'avenir. Ben, on se croise les doigts et on se sort les mains des poches et on agit. Et ça peut paraître très cliché de dire ça, mais il n'y a pas de petites actions par rapport à ça. Et donc, voilà, les entreprises privées, moins on utilise leurs outils, moins il y a d'intérêt à ce qu'elles les développent. Et puis l'État, on va dire, le pouvoir politique, moins on lui donne de prise sur nous, plus on... Voilà. Donc oui, il y a de l'espoir. On ne croise pas les doigts, on agit. On agit. C'est surtout ça, toujours. Merci.